Je ne sais pas si ça marche, ça marche. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir, mille merci. Mille merci d'être venus. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous. D'abord, je voudrais dire quelque chose à Josette. François Hamon, il existe, c'est mon papa. Donc il doit être très content. Et je te dis ça comme tu l'as cité à la fin, il doit être très heureux en Bretagne, à se dire, il y a au moins une personne qui veut que je sois président de la République. Je lui dirais que c'est la présidente du conseil départemental de Guadeloupe qui milite pour lui. Bon voilà, non mais c'était très drôle, ça m'a fait rire que tu cites son nom, parce qu'en disant François Hamon, il existait vraiment. Voilà. Je suis vraiment très très heureux d'être devant vous. Je voudrais vous le dire, c'est pour moi, c'était un engagement que de venir ici à la Guadeloupe. Je partirai demain soir à la Martinique, puis je rentrerai à Paris. La campagne, elle est brève, c'est pour ça qu'on ne peut pas passer autant de temps que je l'aurais souhaité sur les territoires. J'aurais aimé un peu allonger le temps. Je serai au Mémorial Act demain. C'était pour moi indispensable d'y aller pour des milliers de raisons, à la fois parce que moi-même historien, je suis attaché à cette partie de notre histoire avec tout ce qu'elle comprend de cortège de souffrance. Et pour vous dire, c'est une histoire qui, pour moi, depuis tout jeune, a été importante, puisque j'ai grandi au Sénégal, à quelques encablures de Gorée, l'île de Gorée, qui a été le point de départ de dizaines de milliers d'esclaves qui ont traversé l'Atlantique pour ensuite arriver ici, dans les Caraïbes, puis au-delà en Amérique du Nord, quand ils faisaient le voyage jusqu'au bout, puisque combien sont morts entre-temps et combien ensuite ont connu l'esclavage. Et donc c'est pour moi très important d'aller demain au Mémorial Act. Je sais ce que cette initiative te doit, Victorin. Et je veux aussi te saluer tout particulièrement, toi. Nous avons été 2 ans et demi au gouvernement ensemble. Ça a été 2 ans et demi assez riches, intenses. À l'époque, on avait travaillé, quand j'étais ministre de la Consommation, avec Victorin, sur la loi que tu avais préparée, sur la vie chère, pour voir de quelle manière, et c'était ton combat, comment lutter contre ces oligopoles, ceux qui concentrent la marge et font en sorte de s'en mettre plein les poches quand tous les autres travaillent, et n'ont pas grand-chose en fin du mois, une fois qu'on a payé les loyers, toutes les factures, etc. etc. C'était une belle mission, surtout quand on constate les prix incroyablement plus chers ici qu'on ne les connaît ailleurs. Il fallait se battre, il fallait du courage. Parce que vous savez, je vais vous raconter cette anecdote, ça te parlera sans doute à toi aussi. Moi, je me souviens, quand j'avais fait la loi consommation, j'avais fait une loi où déjà on était face au lobby. Et puis, juste auparavant, j'avais interdit un perturbateur endocrinien, ce qui nous ramènera près des problèmes que vous connaissez aujourd'hui avec le paraquat et le chlordécone. J'avais interdit le bisphénol A. Bisphénol A, c'est ce qu'on trouvait dans les biberons, les contenants alimentaires. Et je me souviens qu'à l'époque, au moment où on prend cette décision, c'était une proposition de loi d'ailleurs du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, eh bien les grands lobbies, les grandes industries venaient dans vos bureaux, vous savez, à Bercy, au ministère, quand on est au gouvernement, et ces gens-là viennent souvent. Et il m'avait dit la chose suivante, je m'en souviens encore, il m'avait dit, mais monsieur Hamon, si vous faites ça, attention, hein. Attention. Il va y avoir des milliers d'emplois supprimés. Alors là, vous vous dites, ah bon, il faut réfléchir, c'est dangereux, mais des milliers d'emplois supprimés, ça peut vous faire mollir la main. Puis après, ils vous disent, mais qu'est-ce qui vous dit que si vous supprimez cela, on ne le remplacera pas par quelque chose de plus dangereux? Donc vous dites, si je le supprime, en plus, ça va faire davantage mourir de gens. Bon, ils fabriquent le doute. Et ils peuvent fabriquer le doute jusque dans l'esprit de ceux qui doivent prendre les décisions. Et parfois, on croise des hauts fonctionnaires, un certain nombre de conseillers, d'experts qui ont été ambiancés dans une atmosphère où justement on a fabriqué le doute. Et dans ces moments-là, il faut avoir de la force, il faut avoir des convictions et ne pas tomber. Et Victorin était au gouvernement un de ceux qui, sur ces textes, dans les arbitrages budgétaires, Bernard Cazeneuve s'en souvient encore. Bernard Cazeneuve, avant qu'il soit Premier ministre, il a connu plusieurs postes. Il a été ministre du budget, il vous dit un des plus terribles, un des plus abominables. Mais c'est un compliment. Hein, quand un ministre du budget dit que vous êtes abominable, ça veut dire que c'est un gros compliment. Il disait c'était Lurel. Il disait c'était abominable. Et il nous racontait
à l'époque, Bernard Cazeneuve, combien Victorin Lurel lui mettait la pression dans tous les sens pour rien lâcher sur son budget. Voilà, moi j'aime les hommes qui ont des convictions, qui tiennent bon, et je voulais te saluer. Je voudrais saluer évidemment Josette. On s'est vu effectivement la semaine dernière. Je dirais un mot de l'échange que nous avons eu au nom, quand nous avons parlé des départements. Nous avons parlé de la question du vieillissement. Et c'est un des sujets sur lesquels je veux m'exprimer ici devant vous parce que nous vivions une époque incroyable où 4 générations se côtoient grâce au vieillissement. Mais encore faut-il que nos sociétés, qui sont dures avec leurs personnes âgées, accompagnent aujourd'hui correctement ces personnes qui vieillissent dans la dignité. Au moment où elles perdent de l'autonomie, au moment où elles ont besoin d'être accompagnées à domicile, au moment où elles aimeraient avoir une place en maison de retraite, mais c'est tellement cher. Comment faire ? Eh bien, sur toutes ces questions, nous avons fait des propositions, j'ai fait des propositions, et j'en dirai un mot tout à l'heure, c'était l'occasion d'un échange, et j'espère qu'on pourra ensemble continuer à faire ce travail. Je ne sais pas si tous sont là, mais je voudrais saluer plusieurs maires, Jacques Bangou, évidemment, Hélène Vainqueur. Ça me touche beaucoup que tu sois là. Hélène Vainqueur, la maire de Trois-Rivières, Jocelyn Sapotti, Christian Jean-Charles, Ferdi Louisi qui sont là. Bref, merci aux maires de Guadeloupe d'être là. Je voudrais évidemment saluer Hilaire, ça m'a fait très plaisir que tu puisses parler là tout de suite. Vous êtes nombreux, élus régionaux, élus départementaux, à avoir accepté d'être présent ce soir. Un petit mention spéciale pour Faber Micheli, premier adjoint des Abîmes, et que je salue aussi pour le choix qu'il fait, et toutes celles et ceux qui sont ici. Je suis venu, alors il faut que je vous dise, avec un jeune, vous allez en entendre parler. Je vais bien te mettre la pression, Valentin. J'ai choisi un porte-parole, j'ai 8 porte-paroles, dont un porte-parole Domien, on va dire, puisque, ou en tout cas issu des Outre-mer, Valentin Narbonnet, il est jeune, c'est la nouvelle génération des responsables socialistes. Il est tout jeune et c'est un de mes porte-paroles nationaux. Il est remarquable, vous aurez l'occasion de le voir de plus en plus dans les médias. Il a une grande force de conviction, c'est pour celle-là que je l'ai choisi. Oui, ma campagne, elle associe toutes les générations. C'est l'alliance des générations, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup dans la capacité à faire vivre la diversité de la société française, aussi dans l'image que l'on propose. Et vous savez, on m'a fait un reproche souvent, et on continue à me le faire. Ceux qui pensaient que je ne gagnerais pas la primaire, et les mêmes qui pensent que je ne gagnerais pas la présidentielle. Ils disent « Hamon, il ne fait pas assez présidentiable ». Alors moi, j'ai demandé conseil. J'ai dit « Mais c'est quoi ? C'est quoi faire présidentiable ? Est-ce qu'il faut que je serre ma veste ? Quelle attitude il faut que j'aie ? Est-ce qu'il faut que je dise comme, je ne sais pas, un candidat qui imagine le général de Gaulle mis en examen ? Ça fait présidentiable, ça ? Peut-être, hein ? Ou alors, comme d'autres, je regarde le ciel, j'attends que le plafond me tombe sur la tête et je dis, est-ce que c'est présidentiable ? Et objectivement, au fond, je crois que nous vivons une époque où nous avons laissé aussi nos institutions se transformer, et pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière parce que quand une république se transforme peu à peu en une forme de monarchie constitutionnelle où tous les pouvoirs sont dans les mains d'un seul, ça n'est pas bon. Alors il y en a qui en font bon usage, d'autres mauvais. Et objectivement, de ceux qui se présentent aujourd'hui, regardez l'attitude d'un François Fillon. Cela vous dit le président qu'il serait. Cela vous dit le président qu'il serait. Vous avez toutes les indications pour comprendre quel type de président il serait. Quelqu'un qui, confronté au fait d'avoir employé son épouse, c'est légal. 7 000 € pour un poste d'assistant parlementaire, c'est légal, mais elle doit bien travailler. Mais qui ensuite appelle à manifester, appelle au peuple contre la trahison des juges, lui qui postule à être président de la République, donc garant de l'indépendance de la justice, mais il perd toute crédibilité. Est-ce que c'est ça, faire président ? Est-ce que c'est faire président ? Bien moi, je prétends aujourd'hui que faire président, c'est dire plus souvent nous que je. Et bien sûr, demain, chef de l'État, je serai confronté, comme François Hollande l'a été, à l'épreuve du terrorisme, à l'épreuve de guerres qui menacent
notre territoire et la sécurité de tous nos compatriotes. Et ces épreuves-là sont lourdes dans un monde plus instable aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 5 ans. Instable pourquoi? Parce que Donald Trump est aujourd'hui président des États-Unis. Qui sait ce qu'il prendra comme décision? Qui sait ce qu'il fera? Qui sait ce que sera sa dernière initiative? Lui qui ose traiter par tweet son prédécesseur de malfaisant, Barack Obama, de malfaisant. Mais quel est cet homme qui parle ainsi de celui qui l'a précédé, lui qui est président de la première puissance économique et militaire au monde, et qui vient de dire que oui, il se désengagera de la protection militaire de l'Europe, ce qui doit nous amener, nous, à penser notre propre sécurité à nous, Européens, sans les États-Unis. Lui qui veut se rapprocher de Poutine, lui qui veut remettre en cause les accords sur le nucléaire avec l'Iran, lui qui dit « je ne paierai pas pour les accords de la COP 21 sur la protection pour la lutte contre le réchauffement climatique ». Oui, il y a une instabilité nouvelle. Et dans ces moments-là, il faut être sûr de ce que l'on conçoit être l'intérêt de la nation, les intérêts fondamentaux de la France. Mais au-delà de cela, il faut dire nous. Il faut dire nous parce qu'il me semble que la force de la gauche a toujours été son intelligence collective, sa capacité justement à nourrir un fleuve de tous ces affluents qui sont ceux que vous irriguez vous-même et qui font notre force, une force collective. Et moi, je revendique être un candidat à l'élection présidentielle et vouloir devenir un président de la République qui dit aussi souvent « nous » que « je ». Parce que ces grands exercices d'ego avec un « je » majuscule, mais vraiment avec un grand « J » majuscule, tout ça, je crois, nous éloigne beaucoup de la nécessité de faire respirer la démocratie et de dire aux citoyens « les décisions qui vous concernent, nous les prendrons avec vous. Tout ce qui vous concerne, nous essaierons de rapprocher la décision de vous. » C'est un enjeu fondamental pour notre démocratie et sur lequel je m'engage, moi, aujourd'hui, avec force, enthousiasme, énergie, et qui m'amène à être devant vous avec cette exigence chevillée au corps, et bien que demain, président de la République, je puisse faire en sorte que le pouvoir, ce soit toujours vous qui l'ayez. François Mitterrand avait un très beau slogan. Avant 81, il disait « Mon objectif n'est pas de prendre le pouvoir, il est de vous le rendre ». Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin que chacun d'entre nous, citoyens, se sente concerné entre deux élections. Parce que sinon, on vote, on devient invisible pendant 5 ans et on revote. Entre-temps, il y a eu 5 ans. 5 ans où on a vécu, 5 ans où nos enfants ont grandi, 5 ans où nous avons vieilli, 5 ans où nous avons parfois connu le chômage, 5 ans où nous avons connu les tourments de la vie et ses joies aussi, et où on a besoin de s'exprimer. Et aujourd'hui, notre démocratie, elle a besoin de respirer. Et elle a besoin que chacun d'entre vous, au-delà du pouvoir qui est le sien au moment où il met un bulletin dans l'urne, se sente aussi directement impliqué dans les décisions qui le concernent entre deux élections. Ce sera un engagement fort. C'est une des raisons pour lesquelles, à partir du travail que nous avons fait avec beaucoup d'élus ultramarins, nous avons adopté un plan de 64 mesures pour l'outre-mer, parmi lesquelles je souhaite que demain, les collectivités, les territoires d'outre-mer disposent de moyens plus souples pour pouvoir justement faire en sorte que les décisions qui sont prises ici correspondent aux besoins de la population. C'est-à-dire qu'on donne la souplesse aux élus des territoires d'outre-mer pour faire en sorte de disposer de davantage de pouvoir au moment où il faut prendre des décisions qui concernent nos concitoyens. Je crois qu'il y a là une urgence à tenir compte aujourd'hui de ce qu'est la maturité des demandes des territoires, des citoyens, outre-mer comme dans l'Hexagone, et pour cela de faire confiance davantage en nos élus. Et c'est un des engagements que je prends, au-delà de toutes les autres propositions que je vais égrener pour partie devant vous aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans ce territoire, il y a incontestablement un excellent bilan du quinquennat qui est en train de s'achever. Parce qu'à peu près tous les engagements pris, je faisais la liste des engagements pris territoire par territoire, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Quasiment tous les engagements ont été tenus. Et ce n'étaient pas des engagements simples, mais ils ont été tenus. Et ils ont été tenus avec la volonté de permettre à ces territoires de rattraper une partie du retard qu'elles ont accumulé en raison de l'insularité, de la distance avec la métropole, d'une vie beaucoup plus chère, des handicaps qui naissent de l'insularité, et parce que d'autres gouvernements
plus tôt, n'ont pas compris les potentiels qui étaient ceux de ces territoires, qu'il fallait nourrir, féconder, parce qu'il fallait investir, et à défaut d'investissement, les retards ont été pris, ce qui a amené à ces ruptures d'égalité entre les citoyens qui vivent en Guadeloupe et parfois les citoyens qui vivent dans l'Hexagone. Donc ces retards ont été partiellement rattrapés, il faut continuer l'effort. Et je voudrais commencer par une question qui est pour moi une question importante, sur laquelle se sont exprimés plusieurs d'entre vous avant, qui est la question sociale. Et je veux vous expliquer ce que sera le revenu universel d'existence. Le revenu universel d'existence, c'est vrai, c'est une vieille idée, et de droite et de gauche. Elle vient des deux traditions. C'est l'idée selon laquelle toute personne a le droit à un revenu minimum pour exister et vivre décemment, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Mais moi, j'ai voulu inscrire cette réflexion dans l'évolution de nos sociétés. Savez-vous que l'étude la plus optimiste pour la France, qui est une étude de l'OCDE, estime que dans les années qui viennent, ce sont près de 10% des emplois en France qui vont être détruits à cause de l'automatisation, de la robotisation, de l'intelligence artificielle. Derrière cela, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le progrès des technologies va faire que tout ce dont nous avons besoin pour vivre correctement, pour vieillir, pour nous loger, pour apprendre, tout ce dont nous avons besoin sera réalisé avec moins de travail humain nécessaire. C'est une bonne nouvelle, à condition que ce partage du travail se fasse de manière qu'il n'exclut pas toujours les mêmes du travail, qui seraient, eux, condamnés à la pauvreté, à l'inactivité, et ce que la droite appelle l'assistanat et l'oisiveté, là où nous savons, nous, que celui qui ne travaille pas préférerait travailler en tirant un salaire correct plutôt que de rester chez lui, s'en sentant inutile la plupart du temps vis-à-vis du reste de la société. Donc, aujourd'hui, nous avons une évolution du travail. Elle est indiscutable. Et si même on ne regarde pas ces emplois qui vont être détruits, savez-vous que pour la France, on estime, dans toutes les études, qu'un emploi sur deux sera transformé à cause de la révolution numérique. Je vous prends un exemple, tout simple, je le prends partout, mais il est tellement frappant. On expérimente, peut-être y en a-t-il déjà en Guadeloupe, mais on expérimente d'ores et déjà, dans les grandes surfaces, les portiques qui remplacent les caissières ou les caissiers. C'est que maintenant, vous passez avec votre caddie, sous le portique, tout est scanné, le prix s'affiche, vous mettez votre carte bleue, vous payez, vous passez. Incroyable. Là où vous faisiez une demi-heure à patienter le samedi dans la file d'attente, là, en 5-10 minutes, vous passez. Bonne nouvelle, vous allez plus vite. Vous dépensez toujours autant d'argent, voire même peut-être plus, puisque vous pouvez venir plus souvent. Et en plus, l'entreprise a économisé un salaire et elle a économisé les cotisations qu'elle payait pour financer les retraites. La question qui nous est posée, c'est, dans ces secteurs où des emplois sont détruits et remplacés par des machines, que l'entreprise n'est pas moins riche, mais plus riche, parce qu'elle a remplacé la personne par une machine. Comment fait-on pour penser l'avenir, la manière dont on finance nos retraites, notre protection sociale? Et c'est cette réflexion que j'ai commencé à avoir avec beaucoup d'autres citoyens, élus, experts, pour imaginer de quelle manière on maîtrisait ces transitions. Et j'y ai répondu de deux manières. D'abord en reprenant une vieille idée socialiste qui était dans les tiroirs, la fameuse taxe sur les robots. Alors l'idée, ce n'est pas de taxer tous les robots, c'est de dire que là où le robot remplace l'homme et crée de la richesse, il est normal que cette richesse, il y ait une cotisation dessus pour financer la protection sociale des hommes. Sauf à ce qu'on s'intéresse au bonheur des robots, ce qui quand même est assez, je ne le suggère pas comme priorité politique, mais c'est plutôt intéressant de se dire, si le robot remplace l'homme et que le robot crée de la richesse, à la place de l'homme, pourquoi est-ce qu'il ne contribuerait pas au financement de la protection sociale? Tout le monde dit « Ah bon, il est fou, ah bon, il est fou ». Pas de chance. Bill Gates, l'ancien président de Microsoft, lui en robot, il connaît. Il n'a fait que ça toute sa vie, il est devenu richissime, une des premières fortunes mondiales. Bill Gates dit « Il faut créer aujourd'hui une taxe sur les robots pour financer le retour à l'emploi des personnes qui ont perdu leurs emplois à cause des robots ». C'est exactement la proposition que je fais. Le fait de créer une contribution sur la richesse créée par les robots qui financera un fonds d'aide au retour à l'emploi pour toute personne qui s'est trouvée confrontée à la destruction de son propre emploi à cause d'une machine qui l'a remplacé. Voilà une mesure extrêmement concrète. C'est penser le monde tel qu'il est, pas tel qu'il a été. Parce que
Moi, j'adore les responsables de droite qui parlent du travail des jeunes comme ils l'ont connu, eux, il y a 20 ou 30 ans. Mais c'est plus ça, le travail, aujourd'hui, de nouvelle génération. Aujourd'hui, les contrats sont courts, précaires. On passe d'un contrat salarié à l'auto-entrepreneuriat. On va avoir des périodes de formation plus longues. Plus aucun d'entre eux n'aura un métier qui sera le même toute sa vie. Ça n'a plus rien à voir. Et vous avez des responsables politiques qui, aujourd'hui, vieilles recettes à l'appui, vous parlent du travail tel qu'ils l'ont connu. Moi, je vais vous dire, quand je suis sorti de mes études, je savais que, comme celui qui avait un CAP, on allait trouver de l'emploi. Parce qu'il y avait de l'emploi. Aujourd'hui, même avec un diplôme, en particulier quand vous êtes sur une île, c'est beaucoup plus compliqué de trouver de l'emploi. Et même quand vous le trouvez, vous savez que de toute façon, il y aura des périodes qui seront des périodes difficiles. Donc la question c'est, comment on pense la protection sociale du XXIe siècle et pas seulement celle qu'on a eue avant. Parce que celle qu'on a vue avant, il faut la garder. Il faut peut-être essayer de penser à la manière dont elle peut, celle-là, protéger ceux qui, aujourd'hui, rentrent sur le marché du travail et les protéger aussi bien que nous avons été nous-mêmes protégés. C'est la raison pour laquelle, là encore, j'ai réfléchi au revenu universel d'existence. Alors, comment il se mettra en place? Au 1er janvier 2018, de la manière suivante. Toute personne éligible au RSA aura désormais 600 €. Il sera revalorisé de 10%. Il était à 535 € à peu près aujourd'hui. Il sera porté à 600 €. Le revenu universel, donc, il sera rebaptisé revenu universel et versé aussi aux 18-25 ans. Savez-vous qu'aujourd'hui, les 18-25 ans n'ont pas le droit au RSA? Ils y auront le droit. Il n'y a pas de raison qu'on considère qu'on lutte contre la pauvreté à partir de 25 ans. Mais les pauvres avant, entre 18 et 25 ans, ils ont le droit d'être pauvres. C'est quand même curieux, hein? Mais c'était pourtant la loi en France. Et ben moi, je souhaite que ça commence à 18 ans. Mais le principe est qu'au-delà de ceux qui y ont droit parce qu'ils sont pauvres, toute personne en France aura le droit à un complément de salaire, c'est-à-dire un morceau de ce revenu universel, jusqu'à 1,9 SMIC, et jusqu'à sa retraite. Ça se traduira comment? Et je vais prendre des exemples très concrets. Une personne au SMIC gagne aujourd'hui 1 150 € net par mois. Elle touchera donc, à partir du 1er janvier 2018, 1 350 € net par mois, 200 € en plus, sans que ça ne bouge le SMIC brut, de façon à ce que les entreprises n'aient pas à subir une augmentation du coût du travail qui les amènerait à se débarrasser de leurs salariés. Donc une augmentation directe du salaire. Je vais vous prendre un exemple. Si vous êtes auxiliaire de vie, assistant de maternelle, vous n'avez qu'un mi-temps. Ce mi-temps vous amène à gagner à peu près au SMIC la moitié de 1 150, ça doit être 575 € net par mois. Eh bien, vous gagnerez 575 plus une fraction du revenu universel, cette fois-ci de 400 €. Ça portera votre revenu à 975 € net. Qu'est-ce que ça change? Je suis pêcheur aujourd'hui, à la Guadeloupe. Il y a moins de poissons, il faut que j'aille le chercher plus loin. Ça me coûte plus cher parce que je suis obligé de mettre plus de carburant. J'en vends moins, mes revenus baissent. Je suis un agriculteur. Je constate aujourd'hui que mes revenus ne me permettent pas de vivre. Je suis encore une assistante maternelle. Une fois que j'ai fait mon 2/3 temps, mon mi-temps, ben je vois que pour payer le loyer, pour faire face à l'éducation des enfants, je n'y arrive pas. Eh bien, ce complément de revenu vient faire en sorte que ce qui était un travail difficile et dur devienne un peu plus décent, vous redonne de l'autonomie et surtout une capacité aussi à décider de changer de métier. Et je prends un dernier exemple. Tous les étudiants percevront le revenu universel. Qu'est-ce que ça libérera? En France, 600 000 emplois. Savez-vous qu'il y a 600 000 emplois qui sont occupés par des étudiants qui travaillent pour se payer leurs études? Quels sont les étudiants qui ratent le plus souvent leurs études? Ceux qui sont obligés de travailler pour se payer leurs études. Eh bien, demain, grâce au revenu universel, celui qui est obligé de travailler, qui est issu de quelle famille? Pas des familles les plus riches, toujours des familles les plus modestes. Moi, je sais d'où je viens et je sais qui travaillait pour pouvoir se payer ses études. Eh bien, celui-là, c'est celui qui réussira le moins bien parce qu'il est obligé de travailler. Eh bien, grâce au revenu universel, en plus des bourses, eh bien, nous aurons la possibilité pour tous les étudiants de pouvoir être autonomes sur le plan fiscal et de se consacrer 100% à la préparation de leurs études, libérant de surcroît pour d'autres qui ne sont pas étudiants, les 600 000 emplois, pour partie, tous ne le feront pas, mais au moins plusieurs centaines de milliers d'emplois occupés par des étudiants et qui pourront être occupés par des personnes qui sont aujourd'hui au chômage. Donc ça a du sens sur le plan économique.
Et c'est une mesure absolument importante. Mais moi, je ne veux pas m'en tenir là. Et je ferai plusieurs propositions dans le domaine de la solidarité que j'ai couchées sur papier avec des engagements clairs et en face, les financements. Et en face, je le dis bien, les financements. Pour chacune des mesures que j'ai mises sur la table, il y a en face les financements. Et alors, je vous le dis, soyons clairs, il y a, pour financer cela, il faut faire des transferts de richesse. C'est-à-dire qu'il faut prendre plus à certains pour en donner plus à d'autres. Eh bien, je considère par exemple que les banques, sur lesquelles existait une taxe dite systémique, au cas où, pour les mettre à contribution, d'abord eu égard au fait qu'on les a sauvées, grâce à de l'argent public, et deux, parce qu'elles font peser un risque sur le fonctionnement de l'économie si elles sont défaillantes, notamment en raison des investissements qu'elles font parfois sur des investissements spéculatifs qui sont des investissements dangereux et périlleux pour l'équilibre de ces banques, nous créerons ou nous prolongerons la taxe systémique qui existait, nous en montrons le niveau et nous ferons en sorte que les banques françaises contribuent à financer, grâce à cette taxe systémique, des dispositifs de solidarité, parmi lesquels le revenu universel et quelques autres. C'est une des pistes que j'ai mises sur la table. Là encore, une nouvelle manière d'organiser les systèmes de prélèvement. Vous savez, aujourd'hui, les riches vous disent qu'il y a trop d'impôts. En fait, ils sont les premiers à échapper à l'impôt. Les entreprises les plus riches comme les ménages les plus riches. Et vous regardez, en fait, on croit que les inégalités les plus importantes sont sur le revenu, c'est sur le patrimoine, ce qu'on possède, patrimoine financier, beaucoup d'actions, patrimoine immobilier. Là, les inégalités sont incroyablement élevées, incroyablement, beaucoup plus qu'ailleurs. Et nous, on s'est beaucoup intéressé aux inégalités de revenus, les salaires des uns et les salaires des autres. Eh bien, regardons les inégalités de patrimoine, vous verrez qu'aujourd'hui, ces inégalités de patrimoine justifient qu'on ait une nouvelle fiscalité qui prenne le plus à celui qui peut le plus. Et sans que pour l'autant ce soit si confiscatoire que ça. Des inégalités ici, à la Guadeloupe, on en connaît. Il y en a. Et on sait bien où elles se nichent. Eh bien, dans les faits, aujourd'hui, il y a besoin de mieux redistribuer la richesse pour financer ces mécanismes de solidarité. Parmi les autres propositions que je ferai dans le domaine de la solidarité et du social, il y en a qui concernent pas spécifiquement la Guadeloupe, mais qui parlent, à mes yeux, à la Guadeloupe. Je veux dire que sur le revenu universel d'existence, il y a une remarque qui m'a été faite par beaucoup d'élus ultramarins et que j'ai intégrée immédiatement, qui m'ont dit « Benoît, fais attention à une chose, le revenu universel, il va s'adresser à des jeunes qui sont parfois issus de familles dans lesquelles plus personne ne travaille. Et s'ils ne connaissent nulle part le travail, ce revenu universel, finalement, va les inviter à ne pas chercher. Et il faut donc qu'on ait des dispositifs publics puissants d'aide à la formation, à l'orientation et à l'insertion professionnelle des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle le dispositif Jeunesse Active, qui mobilisera missions locales, collectivités locales, services publics de l'emploi, l'ensemble des acteurs privés et publics qui concourent à l'insertion professionnelle, sera musclé, consolidé, valorisé de telle manière que justement, à côté du revenu universel d'existence, il y a des dispositifs dynamiques qui vont chercher les jeunes plutôt que de les laisser là où ils sont, vont les chercher et leur proposent un parcours adapté, individualisé parce que c'est nécessaire et que toutes les trajectoires sont différentes, de façon à ce qu'ils puissent trouver eux-mêmes la trajectoire qu'ils n'ont pas trouvée jusqu'ici. Moi, je suis très attentif à cela, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire on vous donne un revenu, qu'on propose aussi à chacun de trouver en lui les solutions qui lui permettront de se réaliser. C'est-à-dire qu'on fasse sauter ces verrous qu'on nous a aidé à faire sauter un jour nous-mêmes, parce qu'on a rencontré un excellent professeur, qu'on a eu des parents aimants, qu'on a eu un environnement qui était plus ou moins favorable, une rencontre qui était utile et qui nous a amenés à trouver notre voie. Il y a beaucoup de ces jeunes que l'on rencontre dont on voit bien qu'en fait, il suffirait de déverrouiller une chose pour qu'ils trouvent leur voie. Encore faut-il créer le contexte favorable. Ce sera un des engagements que je prendrai. Ces engagements m'amèneront évidemment à maintenir pour la Guadeloupe le niveau des contrats aidés existants, à dire que je souhaite la revalorisation des retraites agricoles partout, parce qu'il y a là aujourd'hui un revenu qui est un revenu qui ne permet pas de vivre correctement quand on a passé une vie à un métier déjà extrêmement difficile, que je m'engage à la suppression du recours sur succession pour le minimum vieillesse pour ceux qui ont gagné moins que le SMIC avant les années 90, et que pour le minimum vieillesse, comme pour
le RSA, je le revaloriserai de 10%, il sera porté à 880 €. Nous mettrons en œuvre, et c'était la discussion que nous avons eue avec toi, Josette, une revalorisation de l'APA, c'est l'aide aux personnes âgées pour qu'elles soient maintenues à domicile quand elles sont dépendantes. Nous la revaloriserons de 30%, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de revaloriser l'APA, comme nous mettrons en œuvre. Ça ne coûte pas, par ailleurs, ça ne coûte pas à chaque fois très cher. Je veux le dire, quand on dit 30%, on me dit, mais ça coûte 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, qui est aujourd'hui largement finançable. Et l'autre mesure que nous nous engageons, que je m'engage à prendre, concerne le reste à charge quand on va en maison de retraite. Je me souviens, quand j'étais ministre de la Consommation, j'avais découvert la chose suivante. J'avais découvert, un de mes conseillers qui arrive, il me dit « Monsieur le ministre, je viens de découvrir que dans les maisons de retraite, quand vous y avez une chambre, si vous y décédez le 8 du mois, la chambre vous est facturée jusqu'à la fin du mois, pourtant elle est réallouée au 15 du mois à une autre personne. Et pendant 15 jours, il y avait un mort qui payait et un vivant qui payait. Incroyable. Ah mais incroyable. Authentique. Donc on a supprimé ça dans ma loi. J'ai dit, non mais quand même, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Les familles continuent à payer pour un parent qui était mort alors que la chambre était déjà réallouée. Donc vous voyez que quel est ce pays qui parfois traite si mal ses anciens? Quel est ce pays qui paye si mal les personnes qui s'occupent de ses anciens? Les aides-soignantes, les infirmières, les auxiliaires de vie sont les plus mal payés. Dehors, ce sont des femmes, souvent, et elles sont mal payées. Qu'est-ce que c'est que ce pays qui se dit moderne, civilisé, fait la leçon au monde entier et qui traite si mal ses anciens? Et c'est la raison pour laquelle je proposais une allocation qui coûtera là aussi 1 milliard d'euros, c'est la même chose que l'APA, qui concernera les EHPAD et qui permettra justement de réduire le reste à charge pour les personnes âgées qui vont en maison de retraite, qui sont dépendantes, pour que la part de ce qui leur revient de dépenser elles-mêmes ou leurs enfants soit moins importante. Combien sont ces personnes âgées qui ont liquidé toute leur épargne pour pouvoir être en maison de retraite, elles n'ont plus un sou à donner à leurs enfants, parce que tout le monde a envie de laisser quelque chose. Tout le monde a envie de laisser quelque chose. Et combien sont ceux qui ont travaillé toute leur vie, se sont dit « Allez, ça, même si je vais me sacrifier, je le mets de côté pour les enfants. » Et au moment où on devient dépendant, là où on avait imaginé laisser quelque chose à ses enfants, c'est immédiatement avalé. Pourquoi? Pour financer le séjour en maison de retraite. Eh bien ça, c'est ce que nous allons contribuer à réduire par cette allocation Bien Vieillir. C'est aussi un engagement que je prends vis-à-vis de tous nos compatriotes et particulièrement aussi vis-à-vis de vous. Un mot sur, évidemment, le maintien de la surrémunération qui, pour une raison simple, ce n'est pas juste pour un cadeau. C'est parce que ça contribue à l'efficacité du service public et à faire fonctionner correctement l'économie locale. C'est pour ça qu'il faut maintenir la surrémunération. Mais de surcroît, là où vous devez comparer les candidats et le dire à tous les Guadeloupéens et à tous vos concitoyens, regardez ce qu'est le programme de chacun sur les services publics. Regardez ce qu'est les programmes de chacun sur la fonction publique. Moi, je veux bien et j'accepte le débat sur le fait qu'il y a certains services publics qui sont plus obsolètes que d'autres et dans lesquels on peut peut-être réduire les effectifs. Pourquoi pas? J'en vois bien même quelques-uns. Mais réduire 500 000 fonctionnaires en moins pour François Fillon, 120 000 pour Emmanuel Macron, faut leur dire où on les enlève. Où on les enlève. Surtout quand on dit, parce qu'on manque de courage et qu'on n'ose pas dire des professeurs, des policiers et des infirmières, on dit que ce sera dans la fonction publique. Donc ça veut dire que vos communes, les départements, les régions vont supprimer des postes de fonctionnaires en application de politiques de réduction de la dépense publique. Donc quoi? Qui? Les dames qui sont aux cuisines centrales? Les personnels dans les crèches? Les personnels dans les maisons de retraite départementales ou municipales? Qui? Il faut donner des noms, parce que vous savez, les fonctionnaires sont des boucs émissaires tellement faciles qu'on dit les fonctionnaires. Mais ils ont des métiers, ces gens-là, quand même. Ils se lèvent le matin, c'est pas pour dire « Tiens, ce matin, je vais fonctionnariser ». Non, ils sont jardiniers, ils sont policiers, infirmiers, professeurs. Ça se respecte, ces métiers-là. Et c'est là où c'est insupportable. Ce manque de respect qui consiste à mettre dans un bloc comme ça des gens dont on supposerait qu'ils sont une charge. Moi, je le dis, dans une période comme celle que l'on vit, difficile, de crise, eh bien, s'il n'y avait pas un haut niveau de service public et de protection sociale, mais on serait en morceaux.
la France aurait été disloquée par la crise. Et c'est bien parce qu'on a eu un haut niveau, qu'on conservait cet État-providence, ces collectivités, cette régulation là liée à la fonction publique, qu'on a pu résister comme ça à la crise. Donc, invitez quand même toutes celles et ceux qui vous donnent un tract et qui vous disent « ce sera formidable avec monsieur ci ou monsieur cela », surtout quand ils demandent de supprimer des postes de fonctionnaires, qu'ils disent où ils enlèvent les fonctionnaires. Quels sont ces services publics qu'ils jugent obsolètes, là où on peut faire des coupes tranquillement et se dire qu'on se débarrasse de ces services, là où ces services sont publics, sont le patrimoine, le seul patrimoine de ceux qui, justement, n'ont pas de patrimoine. Voilà, moi aussi, un engagement que je prends, maintien des dotations aux collectivités locales, on interrompt les baisses des dotations aux collectivités locales, et moi, je ne souhaite pas, je vous le dis, je ne souhaite pas rentrer dans une politique de réduction de la puissance publique, de réduction du nombre de fonctionnaires. Elle peut être plus efficace. On peut avoir un meilleur usage des euros qui sont vos impôts quand ils sont utilisés par l'État, les collectivités. Mais de là à dire que là où il y a du mou, du gras, comme on dit à Bercy parfois, c'est dans la fonction publique territoriale, ça n'est pas admissible. Je vous le disais tout à l'heure, mais combien de fois j'ai entendu dans les discussions budgétaires ceux qui à Bercy disent « bon, il y a des économies à faire, il y a les DOM, c'est loin, on peut toujours en prendre là ». Toujours, toujours. Je me souviens quand j'étais ministre de l'Éducation, discussion avec Bercy, bon, bah, quand même, là-bas, c'est loin, il y a déjà tel dispositif qui les aide, et il est difficile de la défiscalisation là, etc. On peut peut-être quand même faire quelques économies. Toujours, toujours. Et c'est là où il faut ramener à la réalité aussi des situations telles que vous les vivez. Celle d'une pauvreté plus forte qu'ailleurs, celle d'un échec scolaire plus fort qu'ailleurs, celles d'inégalités qui sont plus fortes qu'ailleurs, qui justifient donc, parce que les handicaps sont plus lourds, qu'il y ait des politiques plus fortes. C'est le même principe qui est celui de la gauche. À chacun selon ses besoins, et pas à chacun selon ses moyens. Si vous donnez qu'à ceux qui ont les moyens, vous donnez le plus à ceux qui peuvent le plus. Et la gauche, c'est à chacun selon ses besoins. Là où il y a des besoins plus forts, il faut donner plus. C'est l'engagement que je prends aujourd'hui vis-à-vis de vous et qui m'amène là aussi à vous dire que le fonds pour l'égalité réelle, ce fonds qui a été créé et qui est destiné à financer les grands travaux d'infrastructure. Moi, je prends un engagement, et là aussi financé, que ce fonds soit abondé chaque année de 500 millions d'euros, c'est-à-dire 2,5 milliards d'euros sur le quinquennat pour financer les grands travaux d'infrastructure. Ce sera le haut débit, ce sera toutes les infrastructures dont on a besoin pour permettre le développement des Outre-mer dans leur diversité. Tout ça n'est pas si cher que cela. Comparé à ce qui a pu être fait dans d'autres domaines depuis 5, 10, 15, 20 ans, et qui n'a pas rapporté finalement tant que ça, moi je considère que ce sont des investissements. Rappelez-vous que chaque fois qu'on met 1 euro public en investissement, on déclenche 1, 2, 3, 4, 5 euros d'investissement privé, et derrière c'est de la croissance, derrière ce sont des emplois, et ce sont des emplois dans des secteurs nouveaux d'activité. C'est le point sur lequel je voudrais m'arrêter une seconde pour vous dire que, à mes yeux, ici, comme dans beaucoup d'autres territoires de la République, l'enjeu n'est pas simplement de donner du pouvoir d'achat aux gens. Si on ne développe pas de nouveaux secteurs d'activité, on consommera peut-être plus ici, mais on enrichira toujours les mêmes. L'objectif, il est bien de penser à l'avenir de la Guadeloupe, de l'ensemble des Outre-mer, à partir du potentiel qui est le leur pour diversifier leur activité. Et là où vous avez un potentiel, mais incomparable, c'est l'économie verte et l'économie bleue, c'est-à-dire l'économie marine. Vous concentrez l'essentiel de la biodiversité. Vous avez là toutes les sources d'énergie, le vent, le soleil, les courants marins. Vous avez une faune, une flore incroyables qui font de ces territoires les territoires dont le potentiel en matière d'innovation, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de l'économie circulaire, dans le champ de l'économie bleue comme de l'économie verte, font potentiellement de ces territoires des territoires pionniers. Aujourd'hui, il y a des territoires en Outre-mer qui sont pionniers d'ores et déjà. Eh bien, dans le domaine de l'économie verte et de l'économie bleue, il y a une absolue nécessité à structurer les filières qui, demain, assureront les activités nouvelles, les emplois nouveaux, donc les formations nouvelles, qui permettront justement de faire en sorte que si les gens consomment plus, cette consommation ira aussi
alimenter des créations d'emplois dans d'autres secteurs que ceux qui existent déjà dans une île comme la Guadeloupe, la Martinique ou d'autres territoires, la Guyane, la Réunion ou que sais-je encore. Donc voilà aussi des engagements que moi je veux prendre sur la nécessité de structurer ces filières, de soutenir la transition écologique. Et puisque je parle de transition écologique, il y a effectivement une proposition de loi sur la table, un texte tout prêt sur l'indemnisation des conséquences et des victimes du chlordécone et du paraquat. Moi, je ne me suis pas battu sur les perturbateurs endocriniens, la nécessité de lutter contre ceux-ci et les scandales sanitaires qui se préparent partout, en France et en Europe, à raison du fait que, justement, on a laissé ces perturbateurs endocriniens coloniser nos vies. Cet engagement, je l'ai pris dans le cadre de la campagne des primaires. C'est un engagement que j'ai renouvelé dans le cadre de la campagne présidentielle. Et en raison du fait que vous avez connu avec le chlordécone et le paraquat, ce que d'autres ont connu avec l'amiante, ce que d'autres ont pu connaître ou pourraient connaître avec un certain nombre de pesticides, oui, je m'engagerai à reprendre ce texte Lurel pour en faire un texte, une loi d'indemnisation à l'égard des victimes de ces perturbateurs endocriniens et de ces pesticides, parce que ça n'est que justice que de le faire. Quelques mots, enfin, parce que je ne veux pas être trop long, pour évoquer les entreprises, on a toujours un problème avec les marchés publics. Ici comme ailleurs, on doit pouvoir réserver 50% des marchés publics aux entreprises locales. C'est parfaitement compatible avec le droit européen. Ce sont des moyens et des instruments qu'on peut utiliser pour faire en sorte que demain, quand une de vos collectivités passe un marché public, eh bien, elle le fasse avec, si possible, des PME et des TPE du territoire. C'est un moyen de développer dans certains secteurs des activités qui n'existaient pas forcément jusqu'ici. C'est un engagement que je prends, comme je prends l'engagement que la Caisse des dépôts et des consignations vienne au secours des TPE et des PME de la Guadeloupe comme de l'ensemble des territoires d'outre-mer, quand confrontées à une baisse du carnet de commandes, à des clients ou des fournisseurs qui ne payent pas, elles ont un problème de trésorerie qui les amène parfois à mettre la clé sous la porte alors qu'elles étaient en bonne santé potentiellement. Il y avait juste ce petit trou dans les commandes. Et bien là, la Caisse des dépôts et des consignations rachètera aux fournisseurs leurs créances de façon à donner plus de temps aux TPE, aux PME de pouvoir passer le cap d'un moment difficile. Voilà des mesures, parmi d'autres, que je propose à la fois sur le plan entrepreneurial et sur le plan social, mais je voudrais terminer par un sujet qui m'est cher, qui est celui de l'éducation, pour vous dire que j'ai été quand même très frappé par le nombre d'élèves qui, en fin de CM2, en Outre-mer, ne maîtrisent pas correctement les fondamentaux en français et en mathématiques, plus que la moyenne dans l'Hexagone. Plus que la moyenne dans l'Hexagone, cela suppose donc que l'on continue à mettre l'accent et la priorité sur le primaire. Comment ? Je propose plusieurs choses. D'abord que pour la Guadeloupe, il y a un droit, comme la Martinique, un droit à la scolarisation dès 2 ans. Plus la socialisation et la scolarisation sont précoces, plus la trajectoire en maternelle est bonne, plus la trajectoire en primaire est bonne. Et que ce droit soit créé de façon à scolariser plus tôt, même si je sais qu'en maternelle, les professeurs de maternelle vous disent que, effectivement, entre 2 ans et 3 ans, ce sont de gros bébés, ce qui suppose d'avoir des enseignements adaptés, des pédagogies adaptées, mais l'expérimentation le montre, l'expérience le montre, plus on scolarise tôt des enfants dont on sait qu'ils peuvent avoir des difficultés, plus la réussite scolaire est au rendez-vous à la fin du primaire et, espérons-le, après, au collège et au lycée. L'autre mesure très forte que je propose, c'est de nous attaquer aux classes surchargées. Nous savons qu'il y a un lien direct entre la réussite des élèves les plus en difficulté et le nombre d'élèves par classe. Un élève qui a plus de difficultés, pourquoi ? Parce que ses parents ne parlent pas correctement français, ne sont pas riches pour lui payer des leçons particulières, etc., etc. Cet élève-là, dans une classe à 30, a toutes les chances de ne pas suivre. Pourquoi ? Parce que son professeur n'a pas les moyens de lui consacrer le temps nécessaire pour faire en sorte qu'il suive au même rythme que les autres les classes, les leçons, et qu'il apprenne au même rythme que les autres. C'est la raison pour laquelle je propose que pour l'Hexagone, le nombre d'élèves par classe soit au maximum pour le CP, CE1, CE2, là où se concentrent les apprentissages fondamentaux, de 25. Et que pour les territoires d'outre-mer, les zones d'éducation prioritaire et les territoires ruraux en difficulté, qui concentrent les mêmes types de handicap que vous, ici, le nombre d'élèves par classe en CP, CE1, CE2 soit au maximum de 20.
Maximum de 20, cela veut dire que si j'ai demain un groupe scolaire avec 4 classes, qu'il y a 80 élèves et qu'il y a un 81e élève qui s'inscrit, ça ne voudra pas dire 3 classes de 20 et une classe de 21, ça voudra dire qu'on prend 80 élèves, on divise ça par 5 et on fait des classes donc de Victorin, 80 divisé par 5. Voilà, entre 15 et 16, voilà. Et donc, je suis désolé de t'avoir mis dans l'embarras, mais bon. Et donc, on est des classes avec moins d'élèves. C'est-à-dire qu'on ne s'en sortira pas avec les systèmes de moyenne, parce qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, on a 23 élèves en moyenne par classe en primaire. Mais il y a des classes à 32 et il y a des classes à 15, donc ça fait une jolie moyenne, mais ça ne dit pas aujourd'hui la réalité de classes où des élèves en difficulté ont un parcours scolaire d'autant plus difficile que justement, il est dans une classe surchargée. Donc 20 élèves par classe, c'est l'engagement que je prends, ce qui aura pour conséquence de recruter davantage d'enseignants. Cette mesure-là, pour la France tout entière, se traduira par 20 000 enseignants supplémentaires, donc quelques centaines évidemment dans les territoires et départements d'outre-mer, pour pouvoir faire en sorte que ces objectifs soient tenus. C'est pour moi absolument essentiel que là où se concentrent les difficultés, on mette le maximum de moyens, parce que honnêtement, justement, quand vous venez d'une famille qui n'est pas très riche, quel est le service public dans lequel vous mettez toute votre confiance, dans lequel vous investissez le plus? L'école. Parce que vous voulez que vos enfants aient une vie un peu meilleure que la vôtre. Et quand l'école ne remplit plus cette promesse-là, quand vous avez le sentiment que, alors que vous avez tout investi pour cela, pour que vos enfants puissent réussir à l'école, vous avez travaillé en heures supplémentaires, vous avez sacrifié vos week-ends, vous y avez passé le temps pour que vos gosses réussissent, et qu'en dépit du fait que vos gosses se sont mobilisés, vous vous rendez compte que finalement la réussite, elle est quand même toujours pour les mêmes. Pourquoi ? Parce que les conditions dans lesquelles on oriente, les conditions dans lesquelles on accompagne les élèves, privilégient toujours ceux qui ont le plus de capital social, le capital culturel, le capital économique. Ça crée un tel désenchantement, une telle colère chez les familles, que ça explique aussi que certains se mettent à l'écart de la vie publique et disent « je ne vote plus », ou alors qu'ils votent pour les extrêmes, notamment le Front National, même s'ils n'en attendent rien, mais juste pour mettre un grand coup de pied aux fesses au système. Nous, plutôt que de dire aux gens « ayez peur de Madame Le Pen », ayez peur de Madame Le Pen. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur de Madame Le Pen. Pourquoi n'ont-ils plus peur d'elle aujourd'hui ? Mais vous avez raison de ne pas avoir peur d'elle. Mais il y a des gens qui... Ça ne marche plus, la peur de Madame Le Pen. C'est pas de ça dont il faut parler. Il ne faut pas dire aux gens votez Hamon parce qu'il faut avoir peur de Madame Le Pen. Oui, ce serait dangereux. Qui ne voit pas qu'elle nous remettrait tout en cause. Mais ce n'est pas là-dessus. Il faut que nous nous interrogions sur ce qui a été défaillant, ce qui n'a pas fonctionné dans les promesses politiques qui étaient les nôtres, notamment d'une école de l'égalité, de la justice sociale, de la solidarité, quand on a été défaillant parce qu'on n'a pas été assez loin, parce qu'on n'a pas été assez fort, parce qu'on n'a pas finalement honoré cette promesse républicaine-là, dans tous ces mécontentements, dans tous ces creux se niche là, une envie parfois de nos compatriotes d'en découdre, et pour en découdre, d'installer le pire qui soit, celle qui se retournera contre leurs propres intérêts à eux, mais ils sont prêts à ce risque-là, le choix de Marine Le Pen. Et moi, je veux vous dire que quand je pense école, je pense d'abord aux générations qui viennent, et c'est pour elles qu'on fait de la politique. C'est pour eux, en espérant qu'ils aient une situation et une vie meilleure que la nôtre. Sauf qu'aujourd'hui, on a parfois le sentiment, justement, qu'ils pourraient avoir une vie pire que la nôtre. Et je vais terminer ainsi en vous disant qu'il y a une très jolie phrase de quelqu'un que vous connaissez et que vous avez lu 100 fois plus que moi, mais je vais quand même le citer parce que je le cite souvent, même sans venir pour autant ici. C'est Césaire qui évoquait la tension qui existe en chaque homme. Et il évoque qu'il y a un combat en chacun d'entre nous, comme il y a un combat dans toutes les sociétés. Un combat entre la lumière et l'obscurité. Une tension ou une lutte entre l'espoir et le désespoir. Et Césaire dit, moi je crois dans l'espérance. Hein ? Quoi ?
Oui, d'accord, oui, il poursuit la phrase avant moi. Oui, dans une espérance conquise, lucide et hors de toute naïveté. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'espérance, et c'est là que je m'adresse à vous, l'espérance, elle peut renaître des cœurs les plus noirs, elle peut renaître des esprits les plus ténébreux, si tant est qu'il y ait des hommes qui cherchent à la conquérir, à rallumer une flamme. Et pour ça, il en faut des hommes qui se parlent, qui se relient les uns aux autres, qui se lient les uns aux autres. C'est ça qu'il faut faire naître. Il faut reconquérir l'espérance. Elle ne tombera pas du ciel. Et ceux qui vous disent « je parle au nom de la vérité », pensant que l'espérance est une forme de grâce, pas en politique, dans le champ religieux, dans le champ des croyances et de la foi, oui, soit, mais nous ne parlons pas de cela, nous parlons de la politique. Et l'espérance, on doit donc aller la conquérir, lucidement, hors de toute naïveté. Et c'est ça que je vous demande. Il peut y avoir, il va même y avoir, à condition que vous soyez avec moi, un président socialiste qui succédera à un président socialiste. Il va y avoir cela. C'était pas joué d'avance. C'était pas joué d'avance. Mais c'est là que j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous alliez faire renaître dans les esprits les plus ténébreux, les cœurs les plus secs, l'espérance. Allez reconquérir l'espérance, faire un vote pour un futur désirable, contre le futur sinistre de tous ceux qui perpétuent le système tel qu'il est, veulent enfoncer les services publics, veulent la préférence nationale, veulent le désordre. Ça, c'est le futur sinistre. Faites un vote pour un futur désirable, pour la Guadeloupe, pour la France, pour la République. Je vous remercie. Vous êtes